01 45 24 7000. Bonsoir Frédéric, vous êtes à Pau, je crois. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute Frédéric. Bien, écoutez, j'étais un petit peu surpris d'apprendre ce matin qu'on avait aboli l'esclavage. Alors je pense qu'il est bon de commémorer l'esclavage et disons le souvenir de ceux qui ont été esclaves, mais je me demande s'il n'est pas un petit peu prématuré, pour ne pas dire un peu cynique, de commémorer son abolition, alors que dans le monde entier, et quelquefois aussi en France, bien perdure, sous une forme ou sous une autre, un esclavage bien réel. Autrement dit, parce qu'il existe encore effectivement à l'heure actuelle dans le monde, on parle d'une douzaine de millions de personnes qui sont victimes des formes modernes de l'esclavage. De votre point de vue, il ne faudrait pas pour autant commémorer l'abolition de cet esclavage d'origine. C'est ça, c'est ce que vous avez en tête, Frédéric ? Bien entendu, de fait, il n'est pas aboli. Vous savez, même en France, quand il y a quelques millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou exploitées, ou qui gagnent 1000 ou 2000 fois moins que d'autres, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'esclavage est réellement aboli en France. Ça nécessite peut-être, on va commencer par là, un peu de pédagogie pour rappeler effectivement de quoi l'on parle, Françoise Vergès. Oui, c'est d'abord la commémoration des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions, c'est-à-dire c'est quand même une histoire particulière d'un esclavage on pourrait l'appeler colonial, puisqu'il s'organise autour des colonies de la France, et c'est de cela qu'on parle. L'esclavage est utilisé très souvent comme métaphore pour parler de plusieurs choses. Les féministes aussi au XVIIIe siècle parlaient de l'esclavage des femmes. Mais il faut quand même faire la différence entre l'exploitation, même quand elle est brutale et violente, et la déportation organisée par la traite négrière et l'esclavage, qui en plus, du XVIe au XIXe siècle, va mettre en relation des mondes et transporter massivement, de manière brutale et violente, massivement des millions de personnes. Éric Ménard. Oui, j'entends le questionnement de l'auditeur, mais juste une remarque. En 1685, un texte paraphé par Louis XIV, qu'on appelle le Code noir, il y a d'autres textes par la suite, mais enfin le Code noir légalise dans les colonies françaises la pratique esclavagiste. En 1794, il y a une première abolition de l'esclavage par un texte voté par la Convention. 1802, Bonaparte rétablit cet esclavage, mais entraîne des résistances, notamment à la Guadeloupe, sans parler de l'indépendance d'Haïti qui a lieu 2 ans plus tard. Donc on est dans une situation qui est totalement... Enfin, bien évidemment qu'il y a encore des formes d'exploitation de l'homme par l'homme. Mais on peut pas, y compris moi en tant que prof d'éducation civique et d'histoire, je suis obligé de réagir parce que je dis bien à mes élèves qu'aujourd'hui, on est en situation totalement différente parce qu'aujourd'hui, le crime, plutôt l'esclavage, est défini comme un crime. Un crime aussi bien par rapport au passé, mais un crime par rapport au présent. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des pratiques esclavagistes est un criminel et peut tomber sous le coup de la loi. C'est quand même une différence non négligeable. Christiane Taubira, un commentaire, vous aussi. Oui, c'est incontestable que c'est une différence fondamentale, vraiment. Et qu'on ne peut pas dire que l'esclavage ne soit pas aboli. Il est aboli dans tous les textes, dans tous les pays du monde. Et donc, toute transgression de ces textes est un délit ou un crime. Et il faut simplement, effectivement, se battre. Mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y a pas de rivalité entre le fait d'expliquer cette histoire, l'histoire de la traite transatlantique et à travers l'océan Indien, de la traite de l'esclavage, comme il vient d'être dit, de toute cette organisation des contacts entre le monde, des économies de plantation dans les Amériques, les Caraïbes et l'océan Indien, de cet approvisionnement systématique de la main-d'œuvre en Europe, de bois d'ébène dont il est fait commerce, de la réorganisation des économies européennes. C'est de ça qu'il s'agit, et on peut très bien désirer, et ça me paraît indispensable, connaître cette histoire, l'explorer, essayer de la comprendre, l'interroger, mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre aujourd'hui la société française et les autres sociétés européennes, mais mieux comprendre le monde aussi, pour comprendre pourquoi dans des contrées lointaines, il y a des pays où on parle français, par exemple, comprendre pourquoi il y a des liaisons aériennes aujourd'hui entre des contrées lointaines et la France, alors qu'il n'y en a pas entre ces contrées lointaines et leurs propres voisins ou bien un autre pays européen. Donc il y a à comprendre le monde à travers tout ça, et on peut aussi se mobiliser contre toutes les formes de servitude, contre des traites d'êtres humains qui se pratiquent aujourd'hui encore sur presque tous les continents, malheureusement, qui touchent des enfants, qui touchent des femmes, contre des formes d'exploitation et de surexploitation, contre la misère et l'exclusion ici en France même. Il n'y a pas, je pense qu'on a à la fois le cœur assez grand, l'esprit assez exercé, et une volonté assez large pour être capable à la fois de dire que c'est grand, que la France
assume enfin cette histoire, qu'elle la prenne telle qu'elle est dans son entier, et en même temps que de France, il y a des citoyens français capables encore de se mobiliser contre toutes les formes d'esclavage et de servitude. Vous êtes un certain nombre à reprendre cette formule d'assumer notre histoire. Je lirai quelques témoignages tout à l'heure. Auparavant, Laura, bonsoir. Vous êtes à Aix-en-Provence. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Voilà, je vous remercie pour vos émissions. C'est gentil. D'abord, voilà, je suis née à l'île Maurice en 1980. C'est un pays qui est très métissé. Mes ancêtres étaient esclaves noirs et travaillaient dans les plantations de canne à sucre, de coton. Des fois, en se promenant à l'île Maurice, enfant, je trouvais des fleurs de coton. Et bon, j'avais une certaine tristesse. Donc, par rapport à l'histoire qui compte 40 millions de déportés noirs qui ont servi comme esclaves, et surtout les femmes qui ont tout subi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps pour reconnaître l'esclavage, le génocide des Noirs, et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait plus tôt. C'est vrai que ça a été un très 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 long combat. Heureusement, on a des historiens qui vont pouvoir vous répondre. Voulez-vous peut-être commencer, Monsieur Ménard ? Question complexe, réponse peut-être trop longue, mais j'ai essayé d'être bref. Non, mais écoutez... Alors, déjà, l'histoire telle qu'elle s'enseigne en France, notamment depuis le XIXe siècle, c'est surtout avec la Troisième République que se met en place l'enseignement de l'histoire en France et que se construit un récit qu'une historienne qui s'appelle Suzanne Citron appelée le mythe national. Cette histoire, effectivement, n'est pas à même d'intégrer, vu son projet politique, ce qu'a été une certaine partie de l'histoire de la France à un moment où la Troisième République est elle-même une puissance colonisatrice. Donc il y a déjà, nous avons un héritage sur le plan à la fois de l'histoire universitaire et de l'histoire scolaire. Par exemple, Ernest Lavis, qui est à la fois un grand universitaire de la Troisième République et un auteur de manuels scolaires diffusé à des millions d'exemplaires dans les écoles françaises, cet historien, effectivement, oublie, mais est-ce un oubli ? En tout cas, ne laisse aucune part à cette histoire de l'esclavage parce qu'il s'agit effectivement de ne pas prendre en compte dans la construction de ce discours national et nationaliste et colonialiste ce qu'a été et ce qui est encore au XIXe siècle, au XXe siècle, la réalité colonialiste de la France. Nous sommes aujourd'hui dans une situation profondément différente. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu les luttes menées autour de la décolonisation, et donc nous avons aujourd'hui, et je m'appuie notamment sur les programmes de l'école élémentaire qui ont été rédigés en 2002 sous l'autorité de Philippe Joutard, nous avons aujourd'hui des programmes de l'école élémentaire qui incluent explicitement, et je dis bien explicitement, cette histoire et qui demandent aux enseignants du primaire d'expliquer, par exemple, aux élèves ce qu'étaient et quelles étaient les conditions de vie des esclaves noirs dans les plantations. Donc nous avons là une ouverture importante. J'ai envie de dire, oui, il y a eu une négation. Le travail est loin d'être fini en termes de formation, en termes de travail des historiens, mais nous avons là un travail à faire et je crois qu'il faut... on a les moyens aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir travailler cette histoire avec nos élèves les plus jeunes et bien évidemment aussi au collège et au lycée. Françoise Vergès. Oui, l'écriture de l'histoire, elle ne se fait pas de manière harmonieuse et tranquille. Il y a toujours eu des groupes exclus. On peut penser à l'histoire des ouvriers qui n'a pas non plus été inclus tout de suite, l'histoire des femmes, l'histoire des paysans, l'histoire des soldats de la guerre de 14, on parlait de l'histoire des vainqueurs toujours, l'histoire des rois, des grands hommes, pour les appeler ainsi. Et alors, à l'intérieur de tous ces groupes exclus, les exclus des exclus, c'est les esclaves. Parce qu'en plus, ils sont anonymes, mais vraiment profondément anonymes. Ce sont quand même aussi des millions de personnes qui meurent sans sépulture. Je veux dire, à l'île de la Réunion, dont je viens, vous n'avez pas de cimetière d'esclaves. Où sont passés les 200 000 esclaves qui sont arrivés sur cette terre ? Il n'y a pas un seul lieu. Donc c'est vraiment encore plus des oubliés. Donc dans l'écriture de l'histoire, ça veut dire ramener aussi les voix des oubliés, les voix qu'on a volontairement aussi oubliées. Volontairement au sens parce que vraiment c'était la conception de l'histoire qu'on se faisait. Je veux dire, je parle pas d'un complot. Et c'est là qu'il faut, ces voix se font entendre et ces voix se font toujours entendre à partir de vraiment des petites personnes. Là, c'est les associations, c'est les musiciens, c'est les artistes, c'est les poètes qui vont faire entendre ces voix et ces voix vont de plus en plus se faire entendre dans l'espace public. Et aujourd'hui, la voix d'un arrière-petit-fils d'esclave s'est fait entendre dans le Jardin du Luxembourg. Cahier d'un retour au pays natal était lu par Jacques Martial et c'était magnifiquement émouvant. Et c'est cela aussi, il faut voir et on aura certainement d'autres groupes qu'on a oubliés et qu'on verra. Donc il faut ne pas penser surtout à l'écriture de l'histoire comme nous arrivons entièrement faite un jour là, et qu'il n'y aurait plus de travail à faire.